et dans ce cas, la réincarnation. Parce que moi, aujourd'hui, je suis née dans une famille musulmane. Mais aujourd'hui, j'ai des comportements qui n'ont rien à voir avec l'éducation que j'ai reçue ni rien. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de... Moi, je suis allée à la Mecque, j'ai même fait le pèlerinage à la Mecque. Mais je ne crois pas. Et puis quand je n'étais même pas allée à la Mecque, c'était mieux. Depuis que je suis allée, je ne crois plus du tout, je ne pratique même plus. Depuis que je suis revenue de la Mecque, même j'ai arrêté de prier. Parce que je suis allée voir des choses et je ne sais pas, il y a quelque chose au fond de moi qui m'amène, qui me fait poser des questions. Et comme vous avez dit, le fait de lire des livres et tout. En fait, je suis arrivée à un moment où je sens que ce que j'ai besoin là, l'islam ne peut pas me donner ça. Ça va au-delà de ça. Et aujourd'hui, quand je parle de l'Afrique, ou bien quand je vois ce qui se passe en Afrique, je me sens indignée. C'est comme s'il y a quelque chose au fond de moi. Je ne sais pas. Souvent, j'ai l'impression d'avoir vécu une autre vie et que je suis en train de mener un combat. Ou bien il y a des choses, quand ça se passe, j'ai l'impression comme si j'avais vécu une souffrance dans une autre vie, ou que j'ai besoin de me libérer, de me battre. J'ai l'impression que les Africains aujourd'hui ne mesurent pas l'enjeu de ce qui est en train de se passer. C'est comme si une nouvelle recolonisation. Et je ne sais pas, j'ai peur que l'Afrique ne s'en sort jamais. Est-ce que vous me comprenez? Et je me demande aujourd'hui, est-ce que nous, Africains, on pourra se libérer un jour de cette colonisation islamique, chrétienne, européenne et tout ça? En fait, c'est comme si j'ai peur, c'est comme si je sens un danger qui vient. J'ai toujours l'impression de vivre une seconde fois quelque chose. Ce qu'on vit actuellement. Et donc, je voulais savoir, j'aimerais avoir une réponse. Merci, Madame Nadja. On va laisser Monsieur Taillot répondre. Votre réponse, je ne suis pas sûr d'avoir toute la réponse à votre question, qui parle à la fois qui amène sur la réincarnation, qui amène sur la liberté de l'Afrique, parce qu'effectivement, nous sommes traumatisés. Je voudrais vous dire, madame, ce que vous vivez, moi aussi, je l'ai vécu, n'est-ce pas? J'ai pratiqué le bouddhisme pendant longtemps et c'est paradoxalement, c'est grâce au bouddhisme que je suis revenu à l'Afrique. Parce que dans le cadre du bouddhisme, le bouddhisme disait toujours qu'un homme ne peut être heureux que s'il est lui-même. Or, pendant 20 ans, j'ai cherché à être moi-même. Et finalement, au bout d'un moment où je trouvais que je tournais dans le vide, je n'arrivais pas à être moi-même ou à vouloir être moi-même. J'ai donc puisque je suis arrivé à une situation où je me suis dit, merde, être moi-même, c'est certainement rentrer dans ce que je suis. Ce que je suis, c'est l'Afrique, c'est le Cameroun, c'est mon village, Bayangam. Je dois savoir ce qui ont été mes ancêtres, pourquoi, comment est-ce qu'ils ont pensé, comment est-ce qu'ils ont vécu. C'est là-dessus que je rentre maintenant revoir le professeur Kanga Ewane, qui malheureusement est décédé, qui me réintroduit aux enseignements de Cheikh Anta Diop. Et j'allais dire, c'est comme un bain de jouvence auquel qui me reprend. J'avais dit que ça a été un truc quasi mystique, parce que c'est au bout d'un moment long, mais un moment de méditation, que j'ai su ce que je devais faire de la vie, de ma propre vie, et comment je devais intégrer la dimension panafricaine, ce qu'on appelle, pour parler vulgairement, le panafricanisme, ou vous avez dit le diopisme, dans le cadre de ce que je fais. C'est pour ça que j'ai ouvert la radio chez Anta Diop, c'est pour ça que j'ai ouvert l'école supérieure des beaux-arts chez Anta Diop, dont l'enjeu est de faire la promotion de les valeurs culturelles et de la rationalité africaine dans le cadre des enseignements. Nous sommes le seul institut en Afrique, n'est-ce pas, qui a eu l'opportunité de faire, nous avons proposé nos programmes qui ont été validés et nous enseignons d'abord l'Afrique. Et je vais vous donner un exemple. Une fois, une étudiante, un des enseignants, que j'avais donné cours d'histoire de l'art, il entre en classe, parce que peut-être que je ne l'avais pas bien briefé, il entre en classe et il se met à répéter un cours d'histoire de l'art d'un point de vue occidental. Et par la suite, l'étudiant l'arrête, il y a une étudiante qui l'arrête et qui lui dit, non monsieur, nous sommes venus ici étudier l'Afrique. Si vous m'enseignez d'abord l'histoire de l'art d'un point de vue occidental pour me parler de l'Afrique après, ce qui va se passer, c'est que je vais juger l'art africain à partir de l'art occidental. Vous devez commencer par m'enseigner d'abord l'art africain et comme ça je jugerai l'art occidental à partir de l'art africain.
C'est pour vous dire le renversement de perspective qui s'est posé dans la tête de cet étudiant à partir de ce moment-là. Dès lors que mes étudiants arrivaient, excusez-moi, mes étudiants arrivaient, beaucoup, quand on a demandé de dessiner un vêtement, elles dessinaient naturellement des femmes blanches. Mais la chose a changé. Maintenant, c'est la mode africaine. C'est là, puisque nous faisons aussi le design et la gastronomie africaine, c'est la gastronomie africaine que nous enseignons. Donc, vous voyez donc, pour revenir à votre question, madame, il faut absolument se remettre à lire Cheikh Anta Diop pour se libérer de la dimension du choc que vous avez perçu quand vous êtes allé à la Mecque. Donc, vous devez vous reprendre en main. Si vous vous reprenez en main, vous avez la chance, je suppose que vous êtes sénégalaise, vous avez la chance d'avoir un immense monsieur de chevaux, Cheikh Anta Diop, de vous mettre à la lecture de ses livres. Vous allez voir comment la nouvelle personne que vous allez devenir. Et je pense, et je dis toujours à mes amis, que je vois, parce que moi, mes enfants ne portent pas de prénom occidental ou chrétien. Moi, je leur ai interdit ça. À leur naissance, ils ont pris des noms africains. Leurs prénoms, ce sont des prénoms africains. Leurs noms, ce sont des noms africains. Autrement dit, à travers cet acte-là, je refuse de leur passer le traumatisme que j'ai vécu de l'esclavage, de la colonisation, et je les libère. Parce qu'un nom porte une charge émotive, négative ou positive. Quand je viens donner un nom Fallon, je sais pas quoi, à une de mes filles. Ça veut dire quoi? Le Fallon, ça veut dire phallus. J'appelle ma fille phallus. Qu'est-ce que ça veut dire? Le nom, j'appelle mon fils, machin. Non. Il faut que je lui enlève cette dimension-là. Donc, c'est la première, ça, ce sont les prémices du traitement qui sont les miens, que pour me guérir, moi, et de guérir les générations qui arrivent. D'accord. Merci, monsieur. Je suis pas sénégalais, je suis burkinabé. Ça, je l'avais noté. Vous n'êtes pas là. Vous avez quelqu'un de formidable chez vous, hein. Comment il s'appelle? D'abord Sankara. Et vous avez eu Sankara. Et Sankara a fait quelque chose de formidable en donnant le nom burkinabé. Je crois que ça veut dire la République des hommes intègres. Autrement dit, le mot intègre, dans le mot intègre, vous avez le mot I. I qui veut dire lumière. La République de la lumière, la République de la connaissance, la République de ce que nous sommes. Vous voyez, non? Et ce que nous sommes, c'est l'Afrique. Et quand je pense à Sankara, j'ai la chair de poule. Aujourd'hui, vous avez un jeune président, vraiment, il faut le soutenir. Enfin, permettez-moi, il faut le soutenir. Je ne sais pas jusqu'où il va arriver, mais il faut le soutenir. Parce que si ce monsieur-là tombe, parce que vous avez peur de la recolonisation, là, les Français, quand ils vont revenir, vous allez oublier, vous allez sortir définitivement de l'histoire. Quand je parle de vous, je parle du Cameroun. Parce que si ces gens-là, si l'AES échoue, nous sommes finis. L'Occident ne se fait jamais surprendre deux fois. Dès lors que vous avez vu que Haïti les a surpris et les a vaincus, ils se sont organisés militairement, économiquement, politiquement, pour que Haïti devienne le pire exemple de la volonté de se libérer. Regardez ce qu'Haïti est devenu. Parce que Haïti les a battus. Donc ils ne donneront plus jamais l'opportunité à Haïti de revenir. Si AES tombe, vraiment, c'est terminé pour l'Afrique. Parce que c'est le seul phare en Afrique qui s'allume. C'est le seul phare. Le Sénégal qui est en train de nous surprendre. En mon sens, je ne veux pas encore me prononcer, mais j'ai l'impression que Diomaye Faye et Sonko nous ont trahis. Je suis clair là-dessus. Ils nous ont trahis, ils ont pris le mauvais chemin. Donc, prions pour que les pays de l'AES vraiment tiennent. Vraiment tiennent. Ils meurent, nous sommes finis. Nous sommes finis. Voilà. C'est de ça même que je parlais. Quand je dis même j'ai peur, aujourd'hui on a une lutte qui est là, mais il y a d'autres qui sont contre. Il y a d'autres même, entre nous Africains, on s'attaque. On s'attaque, on ne se soutient pas. Et tout ça, ça me fait peur. Même chez nous, tu vas voir des gens qui sont toujours prêts à prendre de l'argent pour trahir, juste pour leur propre personne. Ils ne sont pas dans la lutte pour la libération de l'Afrique ou de leur pays. Et donc tout ça, ça fait vraiment peur.
Merci, Vraiment, merci. madame. Et ce que je voulais dire, maintenant, moi, je n'arrive pas à prier comme un musulman. Mais maintenant, je n'arrive pas non plus. C'est vrai, je me dis, si je me lève par exemple, je me dis au Dieu de l'univers, je demande à l'univers de me protéger, de m'accompagner. Mais je ne sais même pas comment vivre réellement ma spiritualité. Parce que vous voyez, avec les religions, il n'y a plus personne qui pratique. Nos parents, nos ancêtres, même quand tu pars au village, tout le monde est devenu musulman. Il n'y a plus de pratique. Donc maintenant, aujourd'hui, moi-même, tu te sens perdu. Madame Nadia, est-ce que vous m'écoutez, s'il vous plaît? Oui, quand on a commencé, je sais que ce que vous dites est hyper intéressant et vous avez des questions à vous poser, mais là, franchement, on a débordé le temps qui vous était imparti. Il y a beaucoup de personnes qui ont des questions. Et on va passer à la prochaine personne. Vraiment désolé. Monsieur Koulmi, est-ce que vous êtes là? Oui, je vais rester en bas pour écouter. Merci beaucoup, Madame Nadja. Monsieur Koulmi, est-ce que vous êtes là? Non, je pense qu'il n'est pas là. Donc, Sony, est-ce que vous êtes là? Je suis en pause, je peux Allez-y, Sony. Bonjour à tous et d'abord bonjour à M. Talon. Et je veux dire un grand merci à Stéphane qui m'a dit que j'allais avoir beaucoup de repos. J'ai la chair de poule, je vous écoute depuis tout à l'heure. Et j'écrivais des commentaires en disant qu'en fait, je suis pas panafricaine, je suis kémite. Parce que je m'explique quoi. J'ai posé une question, mais je m'explique parce que dans mes comportements, fermez vos micros s'il vous plaît, c'est désagréable, vous qui venez de monter. Parce que vous savez, monsieur, je vis ici avec ma famille depuis 17 ans. Et je me définis toujours comme une pièce, j'ai toujours la même phrase, je suis comme, vous voyez, dans une maison où il y a des décorations, hein, c'est-à-dire vous décorez votre maison, mais je me sens toujours comme une pièce qui n'est pas à sa place. Parmi mes frères et sœurs, il y a ma mère, mes frères et sœurs, je suis un peu celle qui est là au milieu comme quelque chose. Et toute ma tête, malgré 17 ans, malgré qu'il y a ma mère que j'adore, c'est me dire, je vais être au Cameroun dans un petit village avant le percer et la tomate quoi. J'assume mes parents et ça va durer, et ça dure depuis 2010. Et c'est depuis 2014 par exemple que j'ai dit, je ne dépisse plus mes cheveux, et je le fais. Je fais plus si, et comme vous avez dit pour les prénoms par exemple, mes 2 enfants, je dis souvent, si en 2011, ça faisait que 1 an, j'étais là dans l'état d'esprit que j'ai depuis quelques années. Par exemple, ma fille, comme vous avez dit, ma deuxième fille a des prénoms africains. S'il te plaît, s'il te plaît, Kemba, s'il te plaît. Je vais droit au but, mais laisse-moi parler une minute, s'il te plaît. Ma deuxième fille n'a que des prénoms de mon village. C'est-à-dire que ces 3 prénoms, même quand il faut lire ça ici, on me demande, peut-être on se me dit ça se lit comment quoi. Mais si j'avais cet état d'esprit il y a 13 ans, je vais donner que des prénoms africains. Et je pense souvent de ça. Ce que je voulais vous poser comme question, c'est de savoir pourquoi parce que vous avez parlé de rupture totale. Vous avez dit que l'Africain doit avoir une rupture totale avec plusieurs choses, la religion, la façon de vivre. Mais beaucoup disent que non, il ne peut pas avoir rupture. Parce qu'on est interconnecté, parce que c'est la mondialisation. Pourquoi est-ce qu'il y a cette peur-là, de cette rupture totale? La peur vient simplement des traumatismes de l'esclavage. Hein. Nous sommes incapables de nous assumer parce que c'est l'expression de la maladie. C'est l'expression de la maladie psychique. Comment dire? Ces peurs-là sont l'expression des maladies psychiques que nous avons. Et chacun de nous a sa maladie. Hein. Moi qui vous parle, chacun de nous a ses complexes d'infériorité vis-à-vis de l'Occident et manifeste sa maladie d'une manière ou d'une autre. Hein. Il ne faut pas croire que parce que moi je vous parle, que je ne vis pas à certains moments des traumatismes dans mes manières de faire et dans mes manières d'être. Le fait de vous parler tantôt de la trahison tout à l'heure, le fait qu'on se trahit, c'est une modalité de l'aliénation. Les aliénés ont cette caption, ça fait partie, déjà dit, des comportements de l'aliéné que de trahir, que de ne pas avoir confiance en lui, que comment pouvez-vous dire à quelqu'un de s'assumer en tant qu'être humain, il dit qu'il ne peut pas s'assumer en tant qu'être humain, il voudrait être avec l'autre. Est-ce que vous avez déjà vu un occidental qui se bat pour être un Africain? Mais c'est l'Africain qui veut absolument rester dans la mondialisation. On demande à l'Africain d'être lui-même. Il dit qu'il ne peut pas être lui-même. Il veut être l'autre. Mais vous ne pouvez pas entre nous. C'est la maladie. C'est la maladie psychiatrique, c'est tout. Quelqu'un qui ne veut pas s'assumer, c'est un malade psychiatrique. Et il dit qu'il va être dans la mondialisation pour être avec l'autre. Non. Les Chinois sont dans la mondialisation, mais ils sont eux-mêmes. Ils ne sont pas nous. Ils ne sont pas européens. Ils sont eux-mêmes.
Donc, quand vous entendez écouter, quand quelqu'un vous dit qu'on ne peut pas vivre le machin, c'est simplement parce qu'il exprime sa maladie. C'est tout. Et il faut mettre, bon, ce qu'on va faire, on n'y peut rien. Merci, Monsieur Taillou. Je vais passer la parole à Colonel. Colo, est-ce que vous êtes là? Oui, Kendam, je vous écoute. Vous avez d'autres questions, s'il vous plaît. Ok. Bienvenue, Monsieur Zouabet Hervé. C'est le compte Zouabet Hervé, c'est Monsieur Taou plutôt, hein? C'est Monsieur Taou, on utilise le compte de Zouabet Hervé. Et une seconde, s'il vous plaît. En attendant que Colonel arrive, on passe la parole à Fils du planteur. Fils du planteur, bonsoir, est-ce que vous êtes là? Je suis là, c'est juste que... Ok, désolé. Ouais, déjà, nous vous remercions d'être venus, d'avoir eu le temps pour nous édifier. Et nous sommes tous à l'école, à l'école du savoir tous les jours. Donc, vous nous apportez beaucoup en nous donnant de votre temps. Moi, principalement, je vais m'identifier avant de poser la question. Je suis du territoire Cameroun de la région de l'Ouest. Et je suis traditionnaliste. Le mouvement Kamit, je ne le maîtrise pas trop, mais en ce qui concerne l'aliénation culturelle, je peux me compter hors de cela. Parce que je suis franchement ma tradition. Bon, maintenant, je sais que le combat que nous menons est un combat qui doit amener nos frères à comprendre que ce qu'ils appellent la religion intelligente, et comme a mentionné quelqu'un tout à l'heure, c'est le syncrétisme. Et le syncrétisme est dangereux parce que en le faisant, ça nous pousse vraiment dans l'aliénation complète. Parce qu'on pense être capable de faire les deux à la fois. Donc, moi, tout à l'heure, vous avez parlé en mentionnant Karl Marx, mais d'une façon péjorative, excusez-moi le terme. Parce que sur le plan idéologique, j'étudie et cherche à comprendre le socialisme scientifique selon lui. Moi, la question est de savoir, est-ce que, en tant que diopiste, vous, en tant que diopiste, quand je dis diopiste, parce que vous mentionnez beaucoup Cheikh Anta Diop, est-ce que vous avez ensemble, avec d'autres intellectuels africains, travaillé sur une idéologie politique qui accompagne le changement de paradigme dont nous avons besoin? C'est ça la question. Ouais, il y a plein d'auteurs qui travaillent là-dessus. Tout à l'heure, j'ai parlé de José do Nascimento sur les chemins, je n'ai plus le titre exact, mais si vous allez sur Internet, vous allez taper José do Nascimento. Il a plusieurs livres qui préparent déjà les consciences. Vous vous rapprochez des travaux de Mbok Basson. Il a fait au moins une trentaine de livres pour expliquer dans chaque domaine. Je dis alors chaque domaine, que ce soit en sociologie, en droit, en économie, en politique, en religion même. La dame qui nous parlait qui disait que elle ne sait plus comment prier. Il y a un livre qui a été fait. Parce que la Bible, comme vous la voyez, c'est des hommes qui se sont assis pour l'écrire. Donc, la Bible, un livre de prière peut s'écrire dès lors que elle dit ce que l'homme, enfin, elle donne la dimension, elle parle de la dimension supérieure de l'homme. Si ça peut aider plusieurs personnes à se mettre ensemble, vous savez qu'on parle d'égrégore. Égrégore, c'est une énergie qui, parce que plusieurs personnes la pratiquent, elle commence à avoir des effets. Si vous ne pratiquez, si vous avez un égrégore, c'est d'abord des effets. Donc, si les Africains prient le vaudou ou machin, ça va revenir. Donc, Mbok Basson a fait des livres là-dessus. En politique, il y a Karl Marx. C'est bien d'étudier Karl Marx. Moi, je suis pas contre. Je ne peux, mais je dis simplement que quel est le modèle économique africain? Comment est-ce que ça fonctionne? Mbok Basson en parle. Mais maintenant, le modèle économique africain n'a rien à voir avec le modèle économique dont parle Karl Marx. Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est complètement faux, mais ça veut dire que ça ne correspond pas à ce que nous sommes.
l'économie dont il parle n'est pas celle que nous sommes. Donc, l'économie dont il parle, c'est dans le cadre d'un système qui autorise l'esclavage, qui autorise l'exploitation des autres. Alors que l'économie en Afrique n'autorise pas, parce que la religion même interdit de mettre quelqu'un en soumission. Donc, dès lors que votre religion ne vous autorise pas à mettre en soumission, alors que l'islam ou le christianisme autorise à mettre les gens en soumission. Donc, l'économie, donc, qui va parallèlement, est donc normale. Nous, notre économie est différente. Donc, je ne vois pas pourquoi moi je vais étudier Karl Marx ou en faire un truc de quelque chose d'important. Moi, je préfère essayer de comprendre comment est-ce que mes ancêtres ont fait l'économie et pourquoi est-ce qu'ils ont construit l'Égypte. Vous imaginez bien que si l'Égypte a été ce qu'elle a fait et les gens échangeaient, je voudrais vous rappeler quelque chose. Lisez un peu le livre de Maïs Diop. Elle vous dit que avant que l'esclavage ne démarre, l'Afrique avait à peu près une population qui était entre 300, je crois, entre 400 et 500 millions de personnes. Si l'esclavage a duré longtemps, c'est parce qu'il y avait la population. Mais une population, si vous avez une population, ça veut dire que sur le plan de la santé, vous avez des médecins, vous avez une pharmacie, vous avez une organisation politique qui fait qu'il n'y a pas la guerre entre-temps. Vous avez une dimension économique, parce que si un village ou un pays a 200, 300, 1 million de personnes, 2 millions de personnes, ça veut dire qu'il y a l'industrie pour nourrir les gens. Il y a quelqu'un qui fabrique, je ne veux pas dire le pain, mais qui fabrique de quoi, ce qu'ils vont manger, il fabrique les roues, il fabrique les machines, et c'est l'industrie. Donc on ne peut pas avoir une population aussi nombreuse sans l'avoir. Mais la force, la faiblesse de l'Afrique, dans ce machin-là, c'est de n'avoir pas pensé la guerre comme une chose sérieuse. Parce que pour eux, pourquoi on fait la guerre? Pourquoi on se tue? Ça n'a pas de sens. Donc, or, les peuples que nous avons eu, qui sont arrivés, c'était les peuples qui pensaient et qui ont réfléchi la guerre, qui ont théorisé la guerre. Juste aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir que les plus grands développements, culturels, et économiques qui se font dans le monde, voilà, pour être plus précis, dans le monde occidental, c'est le résultat des recherches de la guerre. Internet, c'est le résultat de la guerre. Vous avez vu, aujourd'hui, il y a les drones qui vont aller dans le médical. C'est parce que ça s'est d'abord fait dans la guerre. La téléphonie numérique, c'est parce qu'ils ont d'abord utilisé ça dans la guerre. Les armes nucléaires, c'est parce maintenant on utilise le nucléaire dans le civil. Et même pour soigner. C'est parce que c'est d'abord un outil militaire. Donc ces gens-là pensent d'abord la guerre. Donc pensent d'abord la mort avant de penser à la vie. Or, nous, Africains, on a eu ce tort-là de penser que la vie était, qu'on a eu ce tort de penser qu'il ne fallait pas préparer la guerre. Mais désormais qu'on les a en face, il faut que nous tenions compte que l'adversaire réfléchit comme ça et pour survivre, on doit au moins être au même niveau de violence que lui pour lui dire que stop, ton modèle là, c'est bien pour toi, mais reste là-bas. Et vous avez bien vu que les pays, l'Occident ne respecte que les pays qui utilisent la violence. Et parce qu'entre eux, c'est la violence qui est le mode de fonctionnement. Si nous aussi nous sommes capables d'un niveau de violence qui ne peut les faire peur, à ce moment-là, on pourra revenir vivre notre culture de la paix. Merci, monsieur Tayou. Je demande renchérir, si vous me permettez, à ce que vient de dire le grand frère. Non, monsieur MVM, s'il vous plaît, mutez votre micro. D'accord. Fils du planteur, allez-y avec votre question. Fils du planteur. Ok, s'il te plaît. Oui, s'il te plaît, tu peux passer ma place à quelqu'un. Je garde la voiture avant de prendre la parole, s'il te plaît. D'accord. Monsieur Fotine, allez-y. Je crois que c'était Fotine ou monsieur Armand avant. Non, monsieur Armand, allez-y, s'il vous plaît. Monsieur Armand. Le grand Fotine avant moi. D'accord. Monsieur Fotine, allez-y. Oui, donc, bonsoir monsieur Tayou, bonsoir Stéphane, bonsoir Kenda et bonsoir au panel ou à ceux qui nous écoutent. Ma question est simplement celle de savoir est-ce qu'il est véritablement nécessaire d'opposer le panafricanisme au kémitisme? Pourquoi je pose cette question? Parce qu'il m'a semblé justement déduire de vos propos que le panafricanisme en fait serait vidé d'une certaine substance d'un point de vue d'une idéologie politique, des questions de spiritualité également. Je crois pour ma part qu'il n'est forcément pas nécessaire de les opposer, surtout si je
présente un petit peu les choses de la manière suivante. Cheikh Anta Diop lui-même, qui publie Nation de l'agriculture en 1979, s'inspire d'autres travaux de personnes qui font partie de la diaspora africaine, dont vous avez dit ici tout à l'heure quelle est la plus nulle des diasporas qui existent. Moi, personnellement, je ne suis pas totalement d'accord. Je crois qu'il y en a des éléments dans ces diasporas-là qui sont vraiment des éléments déplorables parce qu'ils n'ont aucune vision d'un point de vue de l'apport qu'ils peuvent avoir sur le changement de notre continent. Mais il y a une très grande diaspora qui a aussi fait d'énormes choses. Et c'est d'ailleurs de cette diaspora-là que Cheikh Anta Diop lui-même s'est inspiré avec des gens comme George Zibla James qui a écrit Stolen Legacy en 1954 sur l'Égypte déjà, longtemps avant que Cheikh Anta Diop ne publie en 1979 Nation de l'agriculture. On peut retourner aussi plus loin et trouver par exemple des exemples bien plus ou même plus proches, des exemples concrets comme Mbok Basson que vous citez aussi, qui lui-même s'inspire énormément de livres qui ne sont pas forcément des livres afrocentrés ou bien des livres tamites. Et les grands noms comme Cheikh Anta Diop, comme les Marcus Garvey et autres, les Georges Papenor, tous ces noms-là, les Henry Sylvester Williams, tous les premiers noms du panafricanisme, en réalité, aucun d'entre eux ne s'est défini comme kamite. Donc je ne suis pas certain qu'il y ait une véritable nécessité d'opposer le kémitisme au panafricanisme, dans la mesure où le panafricanisme peut-être n'entre pas dans la sphère, aussi profondément dans la sphère spirituelle que le ferait le kémitisme, mais est-ce qu'il y a forcément une nécessité d'opposer les deux? Tant on sait que les pionniers justement de la lutte d'indépendance et ceux que vous vénérez, comme les Thomas Sankara, dont vous avez parlé en termes élogieux tout à l'heure, et comme les Kwame Nkrumah, ne se reconnaissaient pas comme kamites, mais simplement comme des panafricanistes, parce qu'il est resté donc dans la sphère de l'idéologie politique qui devrait permettre de libérer l'Afrique sans toutefois éliminer ou mettre de côté la question du retour à la spiritualité africaine, ce qui est naturellement du ressort de ceux qui sont les spécialistes du domaine. Mais sur l'aspect de la libération et de la lutte de libération vis-à-vis de l'Occident, je pense qu'il est naturellement indispensable de mener la lutte avec les armes qui permettent justement de se battre de ce point de vue-là, sans minorer ou sans enlever l'aspect donc de la spiritualité. Mais est-ce qu'il est nécessaire donc de forcément opposer les deux courants dans la mesure où toutes les oppositions, toutes les divisions qu'il y a à l'intérieur du panafricanisme ou bien du monde noir ne profite qu'à une seule personne, c'est à l'impérialisme. Ouais, merci monsieur. Je vois que vous êtes un homme d'une très grande culture. En revenant sur tous les panafricains, ça c'est les illustres panafricains qui nous ont précédés. Je ne suis pas contre le panafricanisme. Je dis simplement que d'un point de vue conceptuel, il est dépassé. Imaginez que hier, si on parle de ça dans le domaine militaire, hier, on utilisait c'était les Kalachnikov. Aujourd'hui, on est passé au drone, on est passé aux missiles, on est passé au truc, on est passé à des choses plus. Ça ne veut pas dire que le Beretta, pour parler des armes, ne tue pas. Ça ne tue plus, non. Sauf que les enjeux et les moyens de la guerre ont changé. Les adversaires politiques, les Français, les Occidentaux, ont changé d'approche. Or, et les Africains doivent s'adapter. On ne peut plus rester au panafricanisme tel qu'il a été défini par nos illustres parents. On doit changer. Et ce changement de paradigme a un nom. C'est Renaissance africaine. Parce que dans le cas de la Renaissance africaine veut dire quoi? Si on reste sur les travaux de José do Nascimento, qui est un exégète de la pensée de Cheikh Anta Diop. La Renaissance africaine veut dire retour à la rationalité. Autrement dit, retour à la science. On doit, parce qu'effectivement, vous voyez bien que l'aliénation dont nous vivons, nos comportements qui sont les nôtres, notre incapacité à faire la science, notre capacité aujourd'hui à faire le développement, est le fait que, à part l'esclavage, nous avons perdu notre capacité de cognition, notre capacité de réflexion. La Renaissance voulait dire que on retourne exactement comme les Européens sont retournés en Grèce. Ce n'est pas une honte d'aller en Grèce, reprendre leur histoire pour se refaire. L'Égypte antique même, elle est tombée par 3 fois. Il y a si j'ai plus les bons souvenirs, il y a le premier empire, le second empire, le moyen empire et je ne sais plus quoi là. À 3 fois, l'Égypte a été battue par les Hyksos. Et chaque fois, elle a fait la renaissance. Elle est revenue, parce qu'elle est revenue aux racines pour se battre. Et ce sont ces racines-là qu'on appelle, vous entendez parfois les gars qui parlent de Ouem Messoud,
c'est la renaissance. Le phénomène de la renaissance n'est pas nouveau comme concept comme dans les peuples. Et ce n'est pas nouveau en Afrique. On a déjà été battu et pour revenir, on est rentré à nos origines pour se battre, n'est-ce pas? Donc, et ce changement, le fait de retourner à l'origine, ça s'appelle Ouem Messoud, Renaissance africaine. Donc, ça ne veut pas dire que le panafricanisme n'est plus opérationnel, parce que maintenant la dimension opérationnelle, c'est avec le support religieux c'est la religion c'est la religion qui porte la science. Quand vous regardez le cartésianisme, n'est-ce pas, elle est l'émanation de la manière dont l'Occident pense Dieu, la séparation entre Dieu et les hommes. La science également, c'est la séparation, la science cartésienne, c'est la séparation des éléments. C'est le principe. Or, chez nous, c'est différent. Si on pense à la science, c'est différent. Donc, c'est pour vous dire, chers frères, que nous sommes je n'oppose pas le panafricanisme, je dis simplement que la Renaissance est un dépassement conceptuel. Et c'est une nouvelle arme qui s'adapte aux circonstances. Si il n'y avait pas de changement de circonstances, on aurait peut-être resté dans le panafricanisme. À ce moment-là, on serait donné raison à Sarkozy. Parce que Sarkozy dit bien que nous sommes incapables de nous adapter. C'est ça le message de Sarkozy. Je vous dis que donc, nous sommes capables, Cheikh Anta Diop nous a permis de nous adapter aux nouvelles conditions du combat. C'est tout mon propos. Merci, Monsieur Taillou. Dans quelques minutes, on va libérer M. Taillou. Il prend quand même de la fatigue et tout ça. Donc, posez directement vos questions sans commenter, je vous en prie, vraiment comme ça, parce qu'il y a une troisième partie qui sera la dernière partie en quelques minutes qui va être faite. Donc, permettez que M. Taillou se repose ici, parce qu'il y a des journées longues et très chargées. Merci. Merci, M. Tchoumbou. Je passe la parole à M. Armand. Est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Allez-y. Merci Stéphane, merci tout le monde. Monsieur Taillou, bonsoir. Merci beaucoup pour ce repas intellectuel que vous venez de nous servir. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt ce que vous avez dit et j'ai une préoccupation déjà au niveau de... En fait, du moins, vous avez quand même répondu à ces questions un peu en bref, mais j'aimerais avoir plus de contenu là-dessus. C'est que quand vous parlez de que l'Afrique a été vraiment dépossédée de beaucoup de choses et il y a maintenant le socle sur lequel l'Afrique doit se positionner pour parvenir à se libérer, c'est essentiellement cette religion-là qui peut être celle kémite. Or, le kémitisme tel qu'ils sont présentés avec les manières de faire n'est pas si sexy que ça. Je parle ici du fait du totémisme, je parle de le manque, en fait, l'art africain qui a une autre forme de représentation qui n'est pas aussi dans la recherche du beau, mais plutôt du spirituel un peu effrayant. La peur aussi, que ça stimule aussi quand on arrive dans des lieux dits sacrés chez nous. Et quelque part, est-ce que il n'y a pas un manque, malgré ce que nos chercheurs sont en train de faire pour être produits, pour pouvoir capter les Africains, la jeunesse, la nouvelle génération vers notre socle granitique là, est-ce que quelque part il n'y a pas un manque de marketing pour qu'on puisse vraiment accéder à cela? Merci. Mais s'il y a un manque de marketing, à qui de faire le marketing? C'est à nous. Les Européens font leur marketing. Vous voyez bien que je vois parfois des Américains ici là, qu'ils soient noirs ou blancs, qui marchent en groupe de deux, qui viennent nous prêcher l'évangile. Je le vois même les Coréens, tu vois aussi, qui viennent au Cameroun pour aussi nous prêcher l'évangile. C'est le marketing. C'est à nous de présenter. Vous avez décrit, vous dites que la religion africaine, ou tout au moins, c'est un peu effrayant. Mais quand on cloue Jésus sur la croix, c'est pas effrayant. Quand on voit le sang versé, là, c'est pas effrayant. Pourquoi c'est pour nous qui est effrayant? Non, donc c'est une question seulement de représentation. Nous, les kémites, la religion, et en plus le kémitisme, comme courant philosophique et religieux, est en train de se construire. Ça se construit petit à petit. Toute religion se construit, même le christianisme s'est construit sur des siècles. Ce qu'on voit le jour du christianisme n'est pas ce qui était au début, mais l'islam, tout ça modifie, se bonifie. Nous sommes dans une phase de lutte, nous sommes à la première phase de lutte, où nous sommes en train de constituer le matériau. Donc c'est à nous, nos enfants qui viendront après, feront l'économie de ce que nous avons fait,
Et ils vont ajouter, ils vont adapter. Peut-être ils ne seront même plus kémites, ils seront peut-être kémites plus. Je sais pas ce qu'ils vont sortir. Un terme qui sera plus englobant, plus rassurant et qui leur permettra d'affronter l'avenir. Donc, n'ayons pas, c'est à nous de faire le combat. Ne pensez pas toujours que c'est à Tayou ou c'est à l'autre de faire, les autres intellectuels. Vous-même, vous pouvez le faire. Si vous rentrez au village, je pense tel que je vous ai entendu parler, je sens que vous êtes de l'ouest du Cameroun, vous pouvez rentrer là-bas et vous nous exhumez les choses, vous nous venez nous expliquer et on va prendre, nos enfants vont prendre. Si vous nous organisez de temps en temps, moi je l'ai fait à un moment, j'avais eu l'opportunité de demander à mon père, à mon chef de famille, de m'autoriser à faire venir des savants ou des sachants de la culture Bamileke, que j'avais rencontré à Yaoundé, le professeur Jean-Marie Tchego. Je l'ai invité à Bayangam, j'ai pris mes frères, à mes frères, pour qu'ils viennent parler. Bon, lui, il était Banjounais, mais moi, je suis Bayangam, pour qu'ils viennent nous parler de la culture Bayangam. Et mes parents qui étaient extraordinaires, extraordinairement contents, revivifiés. Et à ce moment-là, nos parents qui restaient, nos tantes qui étaient là, ont argumenté pour rajouter à ce que le professeur Tchego nous disait. Et, mes cousins, mes oncles, mes neveux qui étaient là, mes frères, on a profité. Lui venait de Bayangam, je l'ai fait, il venait de Banjoun. C'était un professeur de démographie qui a écrit beaucoup de livres sur la tradition Bamileke. Il est venu nous enseigner. Donc, ce n'est pas ces petits gestes-là qu'on reconstitue et qu'on redonne confiance à nos enfants. Si vous n'enseignez pas, vous ne donnez pas vos noms. Quand vous donnez un nom africain à un enfant, il se pose des questions parce qu'il se voit qu'il est différent. Et quand à ce moment-là, vous venez lui dire que non, c'est le nom de Soundiata Keita. Soundiata Keita avait fait ceci, il a fait ceci, grâce à lui, machin. L'enfant est content. Mais quand vous l'appelez Paul, Pierre, Jacques, après ça, bon, c'est quoi l'histoire qu'il y a derrière? Mais Paul, Pierre, Jacques, c'est le nom, bah, tu sais, ce nom, quand on était esclave, l'esclavage, vous aliénez l'enfant. Votre enfant n'a pas besoin de lui donner une charge, vous n'avez pas besoin de donner une charge négative à votre enfant. Pourquoi vous êtes méchant de lui donner un prénom occidental? Pourquoi cette méchanceté-là de transmettre absolument le virus de l'aliénation à l'enfant? Laissez l'enfant tranquille, donnez-lui un nom de vos grands-parents et vous parlez de l'héroïsme de vos grands-parents. Vous verrez comment cet enfant sera différent. En tout cas, mes enfants sont différents quand je les vois dans la cour. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous avoir une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, monsieur Amam, fils du planteur. Est-ce que vous êtes là finalement? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à notre invité de ce soir. C'est un agréable plaisir, hein, ça fait du bien à écouter le monsieur, il est très très pertinent et percutant. Et ma question s'élève sur le livre de Nation Nègre et Culture de Cheikh Anta Diop, parce que dans ce livre, il dit, je cite, Jésus-Christ est né le 25 décembre. Est-ce qu'il pose une question rhétorique dans le livre, il dit, est-ce qu'il y avait l'extrait de naissance? Il répond en disant, le pape Nicolas IV a donné cette date de naissance parce qu'il voulait effacer Osiris. Ma question est celle-ci. Pourquoi avant d'arriver à ma question, il critique aussi que Champollion Fitzgerald a tronqué l'histoire de l'Afrique et Champollion jeune aussi l'a tronqué de la même manière que son père. Ma question est celle-ci. Pourquoi ils ont tout fait pour tronquer l'histoire de la culture ou de la religion africaine à la base et le calquer sur la religion africaine en même temps, mais lui donner d'autres attributs ou d'autres noms? Je vais d'abord vous dire la suivante. Imaginez que votre père, n'est-ce pas, quand vous naissez et votre père est décédé quand vous êtes tout jeune. Il a laissé une fortune. Que vont faire vos oncles? Vos oncles ne vont pas vous dire, ils vont s'approprier la fortune, n'est-ce pas, et ne jamais vous parler de votre père. Vous dites que bon, vous êtes né orphelin, votre père n'avait rien, et ils vont prendre la richesse, n'est-ce pas, parce que vous n'avez pas d'histoire à ce moment-là, vous êtes perdu. Mais si vous connaissez l'histoire de votre père et de l'histoire qui s'est passée, vous serez en capacité de revendiquer votre héritage. Or, vos oncles n'ont pas intérêt à vous dire qui était votre père et la bravoure qui était la sienne, parce qu'ils veulent rester avec vos richesses.
Ça, c'est la première chose. J'espère qu'on s'est compris là-dessus. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils avaient... On dit tout le temps, le christianisme est d'origine, d'origine africaine. Oui, tout vient d'Afrique. Est-ce que parce que tout vient d'Afrique, tout est pour autant africain? Il faut bien se poser la question. Parce que africain, on dit que quelque chose est africain. Ça veut dire que les institutions politiques, économiques, sociales, pratiquent cette chose-là. Regardons sur l'homosexualité. L'homosexualité a existé en Afrique. C'est un comportement, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la pratique. On ne reconnaissait pas ça comme une pratique. Donc, c'était une déviance sociale. L'Afrique, avec eux, elle a ordonné, elle a organisé, dit que la vie est la chose la plus sacrée. Au point où, quand vous ne pouvez pas faire un enfant, à partir de 25 ans, vous voyez comment vos parents sont furieux. Ils ne sont pas contents. La maman s'agite, les tantes, tout le monde. Parce que pour nous, l'enfant et donner la vie est la chose la plus importante. Dans une société qui est comme celle-là, ne peut pas tolérer l'homosexualité. Et quand bien, parce qu'elle va donc s'organiser pour tuer toute gêne, excusez-moi de parler comme ça, toute gêne de l'homosexualité. Comment elle va le faire? Dès lors que vous naissez, on vous prend en charge un enfant, on lui explique l'enjeu de la vie, de donner la vie. On lui explique que le bonheur est collectif. On lui explique, on lui fait des rites qui montrent qu'il est un garçon et qu'il y a une femme et que la vie, c'est de donner la vie, qu'il n'y a pas de plaisir individuel, que le sexe, quand tu vois là, le sexe, le plaisir que tu vois sur le sexe, c'est ce que le bon Dieu a donné pour le petit cadeau. Mais ce n'est pas la recherche du plaisir ou de l'éjaculation qui est l'enjeu. L'enjeu, c'est l'enfant. Donc, on construit la psychologie de l'enfant telle que, à la fin, il y a très peu d'homosexuels. Vous voyez donc que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'homosexualité en Afrique. Mais aujourd'hui, en Europe, l'homosexualité est quelque chose qui est pris en charge par la société, qui est légiféré, qui est considéré comme quelque chose de bien. Vous voyez donc que c'est pour revenir donc à la religion. Quelque chose peut sortir d'Afrique, mais ne pas être africain parce qu'elle n'est pas pratiquée, elle n'est pas reconnue. La religion qui était pratiquée en Égypte et partout en Afrique dit que tout le monde parle de la communauté et le salut collectif, mais ne parle pas du salut individuel. Donc le christianisme, même s'il y a des personnes qui disent que c'est quelque part, c'était en Éthiopie, c'est vrai, mais ce n'était pas le cœur du réacteur de la civilisation africaine. Le cœur du réacteur de la civilisation africaine, c'est une religion communautaire. C'est ça. Qu'on ne vienne pas nous dire que le christianisme, ceux qui veulent rester chrétiens, qu'ils ne se justifient pas, qu'ils restent chrétiens, mais qui n'ont pas besoin de se justifier. Nous, on sait, et nous savons, nous les Kémites, que le cœur de notre réacteur, c'est la civilisation africaine, qui veut dire que c'est la totalité, c'est le groupe qui s'en sort, ce n'est pas un individu. Donc le christianisme parle du salut individuel. L'Afrique n'a pas de salut individuel, que les gens qui veulent rester chrétiens ou musulmans restent, mais qui ne viennent pas nous dire que c'est venu d'Afrique, parce que ce n'était pas la religion pratiquée par les Africains. La preuve, dites-moi, je suis chrétien en Bayangam. Dites-moi si c'est une religion africaine. Dites-moi, je suis chrétien, je suis taïou, chrétien et dans une langue burkinabé. Dites-le, je suis dans une langue sud-africaine. Vous ne pouvez pas le dire. Donc, ça veut dire que ce n'est pas une religion africaine, que les gens arrêtent de nous tromper là-dessus. Merci, monsieur Taïou. Je passerai la parole à monsieur MVM. Est-ce que vous êtes là? Je vous invite à aller droit au but. Allez directement à votre question, s'il vous plaît. Bon, c'est juste pour réagir aux réactions du grand frère. J'ai pas une question proprement dite. Lorsqu'il parle de Haïti, je vais dire que je renchéris pour dire que l'Haïti a battu la France. Et à partir de ce moment, la France n'a plus jamais aimé que ces colonies, que des esclaves qu'ils ont fait venir puissent les humilier. Et à partir de ce moment, la France et l'Europe se comportent en bandits, si je peux m'exprimer ainsi, face aux Africains. Si un Africain veut montrer qu'il est puissant, ils vont lui montrer par deux fois qu'ils sont puissants, plus puissants que lui.
Kadhafi, pendant 40 ans, ils l'ont regardé faire. Merci, monsieur MV. Mais quand il s'agit d'humilier Kadhafi, vous avez vu comment ils ont utilisé la force, la barbarie pour l'humilier. Lorsque Laurent MVM, merci. Vraiment, le temps nous est imparti. Hein. Vraiment, merci. Merci. Hein. Ok. JGS. J'avais... Ok. Écoutez. JGS, s'il te plaît, tu vas me permettre. Je vais accepter. J'ai le Sénégalais. En fait, les Sénégalais, la communauté sénégalaise est vraiment là. Écoutez, je vais permettre exceptionnellement. Dis-le, tu vas me permettre. Tu seras la seule personne. Je vais prendre ta place là. Je vais permettre au vieux Ozzy de parler. Vraiment, il veut vraiment parler parce que on a discuté ce matin tous ensemble et il sait que c'est un jobiste qui est là et lui il voulait vraiment avoir discuté avec Monsieur Tayo. Oui, aussi je prends ton invitation. Aussi tu es là, renvoie ton invitation. Gigi, tu vas garder ta question prochainement. Hein. Ne dérange pas, le temps nous est imparti. Madame Mungo, tu peux pas Stéphane n'a pas politesse, tu vas me laisser poser ma question à Tayo. C'était pour savoir, Tayo, j'ai suivi ton émission sur Afrique Média et je savais que tu avais une émission Renaissance africaine qui s'est interrompue sur Afrique Média. Bon, il est bien vrai que depuis quelques années, je ne suis plus Afrique Média depuis l'élection présidentielle de 2018, avant, parce que j'ai compris que c'était manipuler un peu l'opinion pour qui dénigrait Maurice Kamto, qui est notre espoir pour le Cameroun. Ma question, c'était de savoir qu'est-ce que vous pensez quand on fait des prix pour le mettre à des personnes qu'on appelle panafricains, pourtant qu'on sait comment ils gèrent leur propre pays, en l'occurrence le Cameroun. Est-ce que des médias, parce que je sais que vous avez un média, est-ce que des médias parfois ne jouent pas, ne portent non pas que des panafricains le nom, et dans la pratique, encensent des gens qui sont le bras séculaire de l'impérialisme en Afrique. Parce que quelqu'un qui contre des panafricains, qui laisse piller son pays, qui importe des pratiques, je sais pas, en Afrique, qui sont contre nature, qui ne représentent pas l'Afrique, ne peut pas recevoir un prix des panafricains et être porté sur des plateaux comme celui qui a, je sais pas quoi, le prix du panafricanisme de l'année. C'est ça ma question. Qu'est-ce que vous dites de ces médias-là? Ouais, frère, moi j'ai eu un média. Je voudrais vous dire que la vie des médias est très difficile. Parce que vous savez qu'il faut payer les journalistes, il faut payer la lumière, il faut payer l'électricité. Et les panafricanistes ont ceci de particulier, et c'est pour ça qu'ils sont panafricanistes, c'est qu'ils n'ont pas la solidarité dans le combat. La solidarité dans le combat, ça veut dire que dès lors que vous trouvez qu'il y a un panafricaniste, dès lors que vous trouvez quelqu'un qui se bat pour la liberté de l'Afrique, vous devez venir contribuer. Vous voyez les juifs, dès qu'un juif a un média et qu'il est en situation, il cotise pour que le média existe pour les protéger. Or, au Cameroun ou en Afrique, c'est pour ça que les panafricanistes, j'ai parfois une difficulté à aider les panafricanistes, c'est qu'ils bavardent seulement, mais ils ne sont incapables de passer à l'action, de venir donner leur contribution, venir même, j'allais dire même comme on dit au Cameroun, derrière, venir ne pas se faire voir et envoyer de quoi payer la facture d'électricité ou la facture d'eau. Il y a plein de gens, quand la radio tournait, qui me disaient, oui, c'est bien le combat, machin, on me dit, tel ministre, d'accord, machin, mais à la fin du mois, on paye l'électricité, on paye il paye les journalistes, mais personne ne donne. Mais tout le monde est content de vous écouter. Ouais, vous bavardez, vous parlez. Mais les panafricanistes ne sont pas des gens conséquents. Parce qu'il n'y a pas la dimension religieuse. Quand c'est la dimension religieuse, vous donnez l'argent. Les gens donnent l'argent à l'église pour que les îles s'en sortent. S'ils étaient vraiment conscients, ils donneraient. Or, je vois que les Kémites, quand les Kémites s'organisent, ils mettent l'argent pour se faire connaître. Ça, c'est une chose. Maintenant, ce qui me fait de donner des titres les présidents, des choses, c'est parfois, j'allais dire, parfois ils le pensent eux-mêmes parce que de toutes les façons, ils ont besoin d'argent et même parfois pour exister. Je veux dire que il y a des médias qui soutiennent ou qui parlent d'un chef d'État parce qu'ils ont besoin d'argent pour exister et malgré tout, si Afrique Média n'avait pas existé, qu'est-ce qu'aurait devenu l'Afrique? Parce qu'Afrique Média a fait un travail extraordinaire. Aujourd'hui, les gens parlent du CFA.
Même si par ailleurs, ils ont sur le plateau des gens que vous et moi, nous ne pouvons pas accepter. Mais ils ne vont pas accepter, donc nous n'acceptons pas le discours. Mais Afrique Média on a profité de cet espace pour faire avancer l'Afrique. L'émission Renaissance africaine, c'est l'émission la plus regardée en Afrique. La Renaissance africaine a été l'émission la plus regardée en Afrique. Mais ça nous a permis de faire passer le féminisme. Donc, c'est vous dire qu'on profite des opportunités qui nous ont été données, que les médias mettent. Il faut respecter. Bon, moi, j'ai beaucoup de respect pour le président Tabou de l'Afrique Média, même si on ne partage pas tout le temps. Mais je me dis que grâce à lui, l'Afrique a progressé. Si l'Afrique Média existait au temps de Kadhafi ou de Gbagbo, ou de Kwame Nkrumah, la situation aurait été différente. Vous avez vu qu'aujourd'hui, quand les Français font même quelque chose, les Occidentaux, ils ont un peu peur, ils se cachent un peu, alors qu'avant, ils ne se cachaient pas. Pour ça, il faut féliciter l'Afrique Média. J'ai vu que dans un autre pays, je crois au Togo, où il y a une chaîne aussi il faut les féliciter et accepter que parfois, ils peuvent avoir des penchements ou donner des prix à des gens que vous n'estimez pas. Mais il faut comprendre que c'est grâce à ça qu'ils ont la lumière, qu'ils ont l'argent pour payer l'électricité pour que le média continue à exister. Merci. Merci. Oui. On va cheminer vers la troisième partie, mais le vieux qui est là. La troisième partie, ça va être Lato, qui sera en quelques minutes, monsieur Tayo. Donc, pour quelques minutes, encore, on vous retient. Merci. Kenya, oui. Oui, le vieux Ozzy. Oui. Allez-y avec votre question. Ah bon, moi je sais pas, j'ai pas de questions à poser. On m'a partagé le live, on a dit qu'on parlait de Cheikh Anta Diop et que la personne voulait que je contribue pour participer par rapport à la philosophie et aux conceptions et à la vision de Cheikh Anta Diop vis-à-vis des religions de l'Afrique. Et tout ça. Donc voilà pourquoi on a partagé. C'est la femme de quelqu'un qui nous a partagé. Ok, j'ai cru qu'il y avait une question, mais c'est pas, il n'y a pas de souci. Non, ça va. On va passer. Merci le vieux aussi, parce qu'elle a insisté en commentaire. Je croyais. Ça va. Lato. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Taillou. Bonsoir. C'est un assez honneur pour nous de vous avoir écouté. Hein. Je pense que vous nous avez insufflé à certains comme moi qui ne parlent panafricanisme qu'occasionnellement parce qu'il y a des personnes qui en parlent autour de moi. Et aujourd'hui, je pense qu'on s'est imprégné de beaucoup de valeurs qui concernent le panafricanisme et le kémitisme. La mission ce soir, en fait, est d'intervenir pour répercuter les idées saillantes de votre idée du panafricanisme. Alors, d'après ce que j'ai retenu pour avoir pris quelques notes, vous mettez le commencement du panafricanisme dans les inégalités, la pauvreté extrême, la famine, le sous-développement de notre Afrique qui pourtant est terre d'opportunité et qui est devenue une terre de désespoir. Alors, selon vous, et c'est une idée que je partage, il y a une urgence à repenser le modèle de développement de l'Afrique pour croire enfin en nous-mêmes et adopter une pensée africaine. Le panafricanisme tel que pensé au départ est dépassé. On devrait donc aujourd'hui, pour être en accord avec l'évolution du monde, parler de renaissance africaine. J'ai beaucoup aimé le clin d'œil que vous avez fait à la démographie, qui pour vous jouerait un grand rôle dans la réussite de ce projet de panafricanisme, parce qu'il faut être plus nombreux pour pouvoir revendiquer de manière plus efficace. Alors, vous avez cité quelques grands noms du panafricanisme, entre autres Cheikh Anta Diop, qui pour vous est un maître du panafricanisme, José do Nascimento, qui est la voix la plus autorisée pour parler de renaissance africaine. Alors, pour vous, ces personnes que vous avez citées tout au long de votre discours, dont Cheikh Anta Diop, sont les boussoles parmi de nombreuses. Et je pense que vous avez parlé aussi de Mbok Basson, qui a écrit plusieurs livres et qui, pour notre honneur, est camerounais. Vous avez relevé deux tendances dans le panafricanisme. Celui qui se pense libre en prenant l'ouverture au monde occidental, la mondialisation notamment, et celui qui prône la fausse centricité comme projet de civilisation.
Et pour vous, la religion est un blocage à la libération. Vous écartez donc l'adhésion à quelque Dieu qui ne soit pas celui de l'Afrique, à toute religion qui bride toute liberté. L'islam aux Arabes, le christianisme pour les Occidentaux. Être africain pour vous va au-delà de la couleur de peau, c'est une manière de penser. En matière d'économie, si on peut parler d'économie panafricanisme, pour qu'elle revête une vraie essence africaine, il faut qu'elle ait une dimension humaine, loin de la relation commerciale, qui est une idée plutôt occidentale. De tout ce que vous avez résumé, tant par les enseignements que vous avez prodigués au début de votre intervention et les réponses que vous avez données aux questions qui vous ont été posées, on peut comprendre que l'Afrique a donc un besoin d'un peuple fort et d'États fédérés pour un salut communautaire. Le salut de l'Afrique passerait par la pratique de la sagesse africaine. En conclusion, le kémite que vous êtes pense que la construction des pays africains doit tenir compte de notre histoire commune. Merci. Monsieur Taou, c'était la synthèse de Madame Mongo. Est-ce que vous voulez ajouter un truc ou me faire une remarque? Non, c'est vrai que elle a le résumé, mais je voudrais simplement le faire remarquer que qu'il faut bien, ou peut-être que j'ai mal expliqué, qu'il faut bien faire la distinction entre les panafricains et les kémites. C'est un dépassement. Les autres ont fait comme s'ils avaient porté, j'allais dire, le sac jusqu'à un certain niveau. Les autres portent le sac, mais avec une autre énergie, une autre dimension qui est plus apte aux circonstances. Pour moi, le panafricanisme, Cheikh Anta Diop, ça c'est mon avis personnel, lui-même de son vivant n'a jamais parlé du panafricanisme. C'est parce qu'il pensait, ou je suppose que à l'intérieur, il voyait bien qu'à l'intérieur de tout le monde est dans le panafricanisme et on dit des choses, une chose et son contraire. Or, une philosophie idéologique ne peut pas dire une chose et son contraire. Vous ne pouvez pas être panafricain, vous croyez à vos ancêtres, celui qui est en face vous dit que votre ancêtre c'est le Satan. Et vous êtes ensemble. C'est pas possible, vous allez voir que vous allez avoir des dissonances cognitives et vous n'allez pas vous en sortir. Donc, du coup, le kémitisme, qui est le dépassement, sur le plan qui intègre à la fois la dimension religieuse et la dimension scientifique, est le concept opérationnel qui peut permettre à l'Afrique de mieux se reprendre en charge, parce qu'elle ramène les notions d'histoire, les notions d'anthropologie, les notions scientifiques, et c'est ça dont le panafricanisme n'a pas. Le panafricanisme, c'est oui, on veut être libre, mais la liberté exactement, c'est quoi? C'est quoi comment est-ce que une fois que vous allez être libre, comment ça va se manifester la liberté? Mais chez l'occidental, la liberté se manifeste par le fait qu'il peut devenir homosexuel. Est-ce que chez vous, ça sera la même chose? Vous voyez, non? Donc, il y a des choses comme ça, là, qu'il faut être on doit tomber d'accord sur un certain nombre de choses. Or, pour le moment, on ne tombe pas d'accord. Il me semble que, ça c'est mon modeste avis, que le kémitisme est un dépassement de l'Océan. Et, bien entendu, l'Afrique va se faire, même avec ou sans nous, l'Afrique se construit. Imaginez, aujourd'hui, nous parlons à la télévision, dans la média, même si c'est encore fait par les Occidentaux, mais nous parlons, nos ancêtres qui sont décédés dans les champs pendant la période d'esclavage de la colonisation, pensaient-ils qu'un jour, nous serons aujourd'hui en train de parler librement? Et savaient-ils, ou pouvaient-ils croire que en 2024, il y aurait des Africains qui continueraient à pratiquer la religion qui les a mis en esclavage? Nos ancêtres pensaient-ils, ou pouvaient-ils penser que leurs enfants leur traiteraient, parce qu'ils ont pratiqué les religions païennes, non les religions africaines, leurs propres enfants diraient qu'ils sont le diable? Pensez-vous que c'est possible? Comment nos ancêtres peuvent penser ça? Comment pouvaient-ils penser qu'aujourd'hui, il y a des Africains qui ont le mépris de leurs ancêtres? Est-ce que c'est comment vous entendez ça, si ce n'est pas la maladie psychiatrique? Et donc, pour ça, Cheikh Anta Diop en ça, et je crois que notre frère peut-être aurait intervenu, parlant du Sénégal, le Sénégal nous a fourni à nous, Africains, un Dieu, mais je vais dire Dieu vivant, mais il est décédé, Cheikh Anta Diop, parce que grâce à lui, il y a eu du frémissement. C'est grâce à lui que vous avez les Bobby Gomez.
C'est grâce à lui que vous avez le Motunde. C'est grâce à lui que vous avez les Mbok-Basson. C'est grâce à lui que vous avez les Yochets. C'est grâce à Cheikh Anta Diop. C'est la pierre angulaire de la Renaissance. Et les gens qui veulent rester au panafricanisme, qu'ils le restent, mais qu'ils sachent que le bateau de la Renaissance africaine a été lancé par Cheikh Anta Diop. On n'a pas oublié Théophile Obenga. Ah oui, j'ai oublié de parler du grand frère et du grand frère. Théophile Obenga qui a fait un travail extraordinaire. Vous imaginez, ils étaient à la conférence du Caire, ils étaient deux. Il y avait un troisième qui a fui parce que le jour de la conférence, quand il fallait embarquer, ils étaient trois à Paris pour embarquer. Le troisième a fui, c'était un Béninois. Parce qu'il s'est dit que non, comment est-ce qu'on peut aller affronter les Blancs sur le terrain? Or, c'était le combat historique. Ce combat-là, si Cheikh Anta Diop avait perdu au Caire, l'Afrique ne serait plus rien, ne serait même pas revenue dans l'histoire. Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga, du haut de leur stature, jeunes qu'ils étaient, ont pris sur eux d'aller défendre un continent, de défendre une civilisation, et de dire que nous sommes les maîtres, que l'Afrique est maîtresse du monde, nous ne sommes pas à la commande. Et ça, c'était osé. Deux jeunes de leur époque. Mais ça, quand si on ne fait pas des églises pour prier Cheikh Anta Diop, si on ne fait pas des églises pour se mettre à genoux devant la statue d'Obenga, devant qui allons-nous le faire? Voilà des gens qui nous ont sauvés et je vois des gens aller se prosterner devant un garçon de 33 ans qui paradoxalement n'a même pas eu l'audace d'avoir un enfant. Or, pour nous, avoir un enfant, c'est quelque chose de stratégique, de donner la vie. Vraiment, quelqu'un peut venir se faire un chaîne. Non. On doit, j'espère que dans les siècles à venir, les enfants iront s'asseoir, se prosterner devant Cheikh Anta Diop et lui dire merci. Grâce à toi, grand-père qui est décédé, nous sommes enfin libres. Merci, Monsieur Tayo. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci vraiment. Merci de la patience. Et vraiment, on a beaucoup grignoté de votre temps. C'était tellement intéressant. Nous sommes désolés pour tous ceux qui n'ont pas pu intervenir. Franchement, il y aura une prochaine émission, en fait. Nous aurons l'occasion d'avoir selon sa disponibilité, Monsieur Tayo. Vous avez été nourri, mais on peut le rencontrer. Il est le directeur des instituts, le fondateur des instituts des Beaux-Arts, Cheikh Anta Diop à Yaoundé. On peut avoir des contacts, Monsieur Tayo, pour vous avoir, parce qu'il y a des gens qui disaient comment vous rencontrer, comment entrer en contact avec vous. C'est possible. Oui, mais je suggère qu'il passe par vous comme ils vous ont. Ok, qu'ils écrivent à nous. Ok. Pas de souci. Je vais vous dire une chose, nous ne sommes pas à l'abri, n'est-ce pas, des coups tordus de l'adversaire et qui profitent des Africains, d'autres Africains pour donner les coups tordus. Donc, en passant par vous, j'espère que ça sera un peu fiché. Ok, c'est bon. Merci. Merci, Madame. Merci à Kenda également. Merci, oui, M. Tayo, merci. Bonne soirée à vous. C'était un très grand plaisir pour moi. Madame, à toutes les personnes qui ont participé. Oui, merci. Oui. Madame, merci pour la belle synthèse. Ouais. Bonne soirée et merci à vous tous qui avez partagé, qui m'avaient aidé, même comme ça a été tellement attaqué. Merci à Zouabet qui nous a rendu possible. Heureusement. Ouais. Heureusement que tu as failli. J'ai failli. Merci Zouabet. Merci Zouabet. Steph, avant de, Monsieur Tayo, vous pouvez partir naturellement. Ne vous inquiétez pas. On peut clôturer le direct. On vous souhaite bon repos, bonne nuit. Merci à vous. J'aimerais, Steph, avant de finir le live, j'aimerais dire à tous ceux qui nous écoutent merci pour ce énième live qu'on fait ensemble. Je suis vraiment désolée pour ceux qui n'ont pas pu poser leurs questions et pour ceux qui se sont sentis un peu frustrés à un moment donné. Le temps nous tenait à la gorge et demain, je vous donne rendez-vous demain matin pour la lecture du vendredi. Demain, on commencera avec le livre La guerre du Cameroun, l'invention de la France-Afrique. Donc, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez vous joindre à moi demain à partir de 9h30. Je dis 9h30 pour être sûr que je serai à l'heure. Donc 9h30, à partir de 9h30, on commence avec le livre sur la guerre du Cameroun. Tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui veulent savoir ce qui s'est passé à cette période-là, tous ceux qui ont des interventions à faire, tous ceux qui ont quelque chose à rajouter par rapport à ça, n'hésitez pas à vous joindre à nous demain. On va commencer cette lecture ensemble. Merci la tour de contrôle. Je pense que la synthèse que tu as faite, personne ne l'aurait fait mieux que toi et franchement, merci. Merci, Madame Hugo. C'était pas évident. Je sais que c'était pas évident. Merci. Merci. Bonne soirée à tout le monde.
Ouais, bonne soirée à vous. Merci à tous les amis solidaires ensemble. Merci pour tous ceux qui sont derrière, qui avaient permis que ce soit vraiment efficace ce travail. Je pense Revolution et c'est tout, Wamako, Jo Gaboni, Sony qui est fâché. Vraiment, je te présente des excuses, Sony, Payo, tout le monde, Amos, tout le monde, Kati, l'amour. Tous, merci à vous. Merci voilà. à toi. Vraiment, merci les amis. Vraiment, nous sommes Diana, tout le monde, Francky, Abdel, Carlos, tout le groupe. Merci à vous. Voilà. Merci. Vraiment, nous sommes des humains. On peut se tromper, on peut avoir des erreurs, on peut faire des erreurs et tout ça. Vraiment, on vous présente des excuses. Si nous avons été, on n'a pas été très fin, vraiment, on parle personnellement à Sony. Chat, merci, Kelly, merci Kelly. Kelly, merci. Merci Kelly, merci. Ça fait plaisir ton soutien, Kelly. Merci Kelly. En tout cas, merci à tout le monde. Merci Soul, Tania et bonne nuit. On se voit demain. Je sais que tu es très abonné à moi le vendredi, donc je t'attends demain. Agnès, merci Agnès. Merci à tout le monde. Merci. Bonne nuit. À demain.